Qu'est-ce qui pousserait un homme à installer sa famille dans un four abandonné? Sand Hills, Nebraska, octobre 1882. Laurent érodait ses plaines depuis 1000 ans, et il connaissait bien son métier. Il trouvait chaque fissure, chaque joint, chaque bûche mal calfatée, et il ne se reposait jamais. À la lisière d'une colonie qui n'était guère plus qu'une cicatrice d'espoir sur le vaste paysage herbeux, Albrecht Fenech faisait quelque chose d'étrange. Il ne construisait pas une maison, il en nettoyait une. La structure était une relique, un four à briques en ruine, vestige d'une entreprise de briqueterie qui avait échoué des années plus tôt. Un cylindre en dôme de briques rouges maculées de suie, de 6 mètres de diamètre, semblable à un furoncle de terre monstrueux sur la prairie. Pendant que ses voisins transportaient les dernières grumes de la saison et coupaient des mottes de terre, Fenech sortait des charretées de cendres, de briques cassées et les squelettes d'animaux morts depuis longtemps qui y avaient cherché un abri futile. Fleet Warford, l'inspecteur des bâtiments du comté, arrêta son buggy à proximité, la poussière retombant autour des roues. Avec lui se trouvait Silas Croft, un éleveur dont l'opinion comptait. Ils observèrent un long moment Fenech, un homme trapu aux bras noueux par toute une vie de labeur, émerger de la bouche sombre du four, le visage barbouillé de noix. « Fenech !» appela Warford, la voix tranchante d'autorité. « Qu'est-ce que vous fabriquez pour l'amour de Dieu ?» Albrecht se redressa, s'essuya le front d'un revers de main, laissant une traînée de crasse. Il regarda Warford, puis Croft, puis de nouveau Warford. « Je prépare notre maison pour l'hiver, dit-il, son accent allemand encore épais. Warford rit, un rire bref, aboyé, que le vent emporta. Une maison, c'est un four à pain. C'est une structure industrielle pas faite pour l'homme ni pour la bête. Silas Croft secoua la tête, un air de pitié sincère sur le visage. Albrecht, écoute-le. Il a raison. On a tous eu un premier hiver difficile, mais ça c'est de la folie. On ne peut pas mettre Anne-Lise et les enfants là-dedans. C'est un tombeau. Il fera chaud, dit Albrecht, la voix calme mais ferme. Il se retourna et disparut dans l'obscurité du four. Warford fixa l'ouverture noire. Cet homme est fou, dit-il à Silas, sans prendre la peine de baisser la voix. Complètement fou. Il va geler sa famille dans ce tas de briques avant la nouvelle année. Le jugement était rendu. La communauté observa et attendit la tragédie inévitable. Mais ce jugement était erroné, et la preuve de cette erreur se tenait déjà devant eux, cachée à la vue de tous. Est-ce que ce briquetier allemand, ce Ziegler, comprenait de la physique, de la masse thermique, les bâtisseurs les plus expérimentés des plaines du Nebraska? Des hommes qui avaient élevé des cabanes contre ce vent, mordant toute leur vie, avaient complètement ignoré. Avant d'en arriver là, abonnez-vous. La raison pour laquelle personne ne l'a vu est la partie la plus étrange de toute cette histoire. Albrecht Fenech n'était pas charpentier. Il n'était pas fermier et il n'était certainement pas un pionnier. Dans sa patrie, près du Rhin, il avait été un maître d'un seul élément ancien, l'argile cuite. Il était exploitant de briqueterie, un homme dont les mains connaissaient le poids de terre humide, le crissement de la brique réfractaire, la température précise et chatoyante à laquelle la silice se vitrifie en quelque chose de semblable à la pierre. Sa vie avait été régie par les cycles lents et délibérés de chargement, de cuisson et de refroidissement de fours massifs, exactement comme celui qu'il revendiquait désormais comme sa maison. Il comprenait la brique non pas comme un élément de construction, mais comme un récipient pour la chaleur. Il connaissait sa mémoire, son refus obstiné de lâcher l'énergie une fois absorbée. Ce savoir avait été inutile pendant le premier hiver de sa famille au Nebraska. Ils étaient arrivés avec les mêmes rêves que tout le monde, achetant une petite parcelle de terre et une cabane en bois construite à la hâte. L'agent foncier l'avait qualifié de solide. En réalité, c'était un tamis à chaleur. Ce premier hiver fut une éducation impitoyable dans la physique de l'échec. La cabane était une boîte d'air froid entourée de murs minces et poreux. Ils avaient brûlé tout leur tas de bois dès janvier, forcés de brûler du cotonnier vert et plein de sève qui crachait et fumait sans dégager beaucoup de chaleur. Albrecht se souvenait des nuits blotties avec sa femme, Anne-Élise, et leurs 2 jeunes enfants, Hans et Greta, sous toutes les couvertures qu'il possédait. Il se souvenait de se réveiller à minuit, le feu éteint, l'intérieur de la cabane approchant déjà du point de congélation. La chaleur qu'il créait si laborieusement disparaissait tout simplement, s'échappant à travers les bûches dans le froid vorace. Le souvenir le plus vif était le givre, non seulement sur les fenêtres, mais sur les têtes de clous à l'intérieur des murs, chacune une minuscule étoile scintillante de froid qui rayonnait vers l'intérieur. À la tombée du jour, les gonds de la porte en fer étaient recouverts d'une épaisse couche de glace blanche, gémissant de protestation à chaque ouverture de la porte face au vent brutal. Anne-Lise avait une toux qui traînait pendant des mois. Les enfants avaient toujours froid. Ils survécurent, mais quelque chose s'était durci en Albrecht, cet hiver-là, une détermination aussi ferme que les briques qu'il fabriquait autrefois. Il ne laisserait plus jamais sa famille souffrir ainsi. Il ne combattrait pas le froid avec les armes fragiles de la prairie. Il le combattrait avec les siennes. Le problème des cabanes de la frontière n'était pas seulement la mauvaise isolation, un concept qu'il comprenait en pratique, sinon en théorie. Le
Le problème plus profond, celui qu'aucune quantité de calfeutrage ou de peau de bison ne pouvait résoudre, était un manque total de masse thermique. Une structure en bois, un matériau à la densité et à la capacité thermique relativement faible, fondamentalement un contenant pour l'air chaud, et les murs de rondins eux-mêmes stockaient très peu d'énergie. C'était comme essayer de garder de l'eau chaude dans un gobelet en papier. Le processus était brutalement simple et efficace pour le froid. Un homesteader allumait un feu dans le poêle en fonte. Le poêle chauffait l'air de la cabane par convection. Pendant quelques heures, le petit espace semblait chaud, même confortable. Mais dès que le feu était couvert pour la nuit et que le poêle commençait à refroidir, la physique me s'inversait. Les murs minces, n'ayant presque pas stocké de chaleur, commençaient immédiatement à perdre le peu qu'ils avaient vers l'extérieur. L'air chaud à l'intérieur, n'étant plus renouvelé, transférait son énergie au rondin froid, et la transférait ensuite au vent à moins 29 degrés Celsius dehors. En 2 ou 3 heures, la température intérieure et extérieure commençait à s'égaliser. À minuit, comme Albrecht l'avait appris, la cabane n'était guère plus qu'un brise-vent en bois. Cet échec se répétait dans chaque homestead des Sandhills. Les familles brûlaient des quantités stupéfiantes de combustible juste pour maintenir une température survivable. Le bois, déjà rare dans les plaines, devenait plus précieux que la monnaie. Les hommes passaient leur journée à ramasser, couper et transporter pour ne nourrir les fruits de leur labeur qu'à un poêle qui perdait constamment la bataille. La bougie vacillante sur la table n'était pas seulement une source de lumière. C'était un baromètre sensible de l'intégrité de la maison. Dans une cabane standard, sa flamme dansait et se pliait dans les courants d'air incessants qui serpentaient à travers les murs. C'était une représentation visuelle de la chaleur volée à l'air. La sagesse conventionnelle était de construire plus étanche, mieux, de brûle et plus. Albrecht voyait le défaut dans tout le principe. Le but ne devait pas être de chauffer l'air encore et encore. Le but devait être de chauffer la maison elle-même. Le four était déjà une maison, il ne le savait pas encore. Le travail d'Albrecht était une modification, pas une construction. Le dôme avait des murs épais et stables, parfait pour ses besoins. Sa première tâche fut de le nettoyer méticuleusement, grattant des décennies de suie. Pas pour la propreté. Il avait besoin d'une surface propre pour inspecter chaque brique et chaque joint de mortier. Il passa une semaine à rejointoyer le mortier, remplissant chaque petite fissure avec un mélange d'argile locale, de sable et de chaux. Il le scellait non seulement contre le vent, mais contre la lente et insidieuse progression de l'humidité. À l'intérieur, il ne construisit pas une grande cheminée ouverte. Cela aurait été inefficace, perdant la plupart de sa chaleur dans une cheminée. Au lieu de cela, dans un coin de la vaste chambre principale, il construisit un petit foyer très efficace. Il utilisa des briques réfractaires récupérées. De vieilles briques déjà vitrifiées de cuisson antérieure. Elles retenaient mieux la chaleur et résistaient au choc thermique. Ses mains le savaient d'une vie de chargement et de cuisson de four. Le design était un poêle russe de sa jeunesse, un chauffage en maçonnerie avec un long conduit sinueux. La fumée et les gaz chauds traversaient une série de canaux en briques intégrés dans un épais mur intérieur avant de sortir par une cheminée étroite au sommet du dôme. Chaque unité possible de chaleur était extraite des gaz d'échappement avant qu'ils ne s'échappent. Puis il partitionna l'intérieur avec une charpente en bois et des murs en planches. 2 petites chambres, un plus grand espace de vie, une maison dans une maison. La famille vivrait dans le noyau en bois isolé, lui-même à l'intérieur de la massive batterie thermique des murs du four. La structure était complète. Mais la question restait, est-ce que cela fonctionnerait vraiment ? La mi-novembre apporta les premières neiges, saupoudrant la prairie d'un fin voile blanc. Clit Warford revint, et cette fois il n'était pas là pour un avertissement. Il portait une planchette à pince et une expression sévère, marchant autour du four, tapotant la brique avec ses jointures. Son ton était officiel. « J'ai parlé avec la commission du comté. Comme je vous l'ai dit, c'est une structure industrielle. Elle n'est pas zonée pour un usage résidentiel. Elle ne répond à aucun code pour une habitation. Il n'y a pas de fondation appropriée. La ventilation est inadéquate, et franchement, c'est un risque d'incendie. » Il leva un morceau de papier. « C'est un avis formel que je dépose pour faire condamner cette structure comme impropre à l'habitation humaine. » Anneliese se tenait dans l'embrasure voûtée, le visage pâle. Hans et Greta s'accrochaient à ses jupes. Albrecht regarda simplement l'inspecteur des bâtiments, son expression indéchiffrable. Il avait passé sa vie autour du feu contenu par la brique. Il connaissait les risques mieux que quiconque. « Ce sera sûr, dit-il. « Ce n'est pas à vous d'en décider, rétorqua Warford. Le comté a des règlements pour une raison, pour protéger les gens de leur propre folie, pour protéger les enfants. » Il fit un geste vers Hans et Greta. « Le froid et le danger, répondit Albrecht, sa voix toujours calme, cela les protégera du froid, ce sera chaud. » Warford secoua la tête avec exaspération. « Je publie l'avis, vous avez jusqu'au dégel du printemps pour évacuer. Après cela, nous le ferons démolir. » Il cloua l'ordonnance de condamnation à la lourde porte en bois, le clou s'enfonçant avec un bruit de finalité. Albrecht ne l'enleva pas. Il la laissa là, un défi silencieux à l'hiver qui venait. 90 tonnes de briques.
C'était la masse des murs autour de la famille d'Albrecht Fenig. Une cabane en rondin standard, en comparaison, pourrait contenir 10 tonnes de bois. Il n'avait pas construit un abri. Il avait construit une batterie thermique de 90 tonnes. Pour comprendre pourquoi cela importait, il faut comprendre la différence entre l'isolation et la masse thermique. L'isolation est une barrière. Son seul travail est de ralentir le transfert de chaleur. Une doudoune est de l'isolation. La masse thermique est un réservoir. Son travail est de stocker la chaleur. Une pierre lourde placée près d'un feu est une masse thermique. Chaque matériau a une propriété appelée capacité thermique spécifique, la quantité d'énergie requise pour élever sa température. L'eau a une très haute capacité thermique spécifique. C'est pourquoi une casserole d'eau met une éternité à bouillir, et pourquoi elle reste chaude longtemps après que la flamme est éteinte. Le bois, le matériau principal d'une cabane de frontière, a une capacité thermique spécifique beaucoup plus faible, et plus important encore, une faible densité. Un pied cube de pain pèse environ 12 kg. Un pied cube de briques denses, cuite au feu, pèse environ 55 kg. À cause de cette densité et de cette composition, la brique cuite peut stocker environ 4 fois plus d'énergie thermique par pied cube que le bois. Et les murs de Fenig avaient près d'1 mètre d'épaisseur. Le processus qu'il avait conçu était simple. Il construirait un seul feu chaud dans son poêle en maçonnerie efficace. Les gaz surchauffés serpenteraient à travers le système de conduit intérieur, transférant la majeure partie de leur énergie directement dans les murs de briques avant de sortir par la cheminée. Il le ferait fonctionner pendant 10 à 12 heures d'affilée, chargeant la batterie. Après que le feu était éteint, la physique s'inversait. Les murs massifs, saturés de chaleur, commençaient à rayonner cette énergie stockée dans l'espace de vie. Mais le facteur le plus critique était le taux de libération. À cause de la masse énorme et des propriétés isolantes de la brique elle-même, la chaleur s'échappait incroyablement lentement. Fenig avait calculé une baisse de température de moins d'1 degré Celsius par heure. Cela signifiait qu'une seule chauffe pouvait, en théorie, maintenir l'intérieur à une température stable et vivable pendant des jours. Pendant que ses voisins alimentaient frénétiquement leurs poêles toutes les quelques heures juste pour ne pas geler, Fenig prévoyait de chauffer sa maison une fois tous les 3 ou 4 jours. Il stockait la chaleur, pas seulement la créer. Il avait transformé un foursu cuire l'argile en un sanctuaire conçu pour nourrir la vie. La théorie était solide, l'hiver arrivait. Et la preuve était encore à venir. L'hiver arriva comme un siège. Il commença dans la 2e semaine de décembre avec un blizzard qui enterra le paysage sous près d'1 mètre de neige. Puis la température chuta, sous 0, sous -10, sous -15. Pendant 25 jours consécutifs, le thermomètre de la colonie ne monta jamais au-dessus de -29 degrés Celsius. Le vent était une présence physique constante, sculptant la neige en congères tranchantes comme des couteaux et poussant le froid jusqu'aux os mêmes de la terre. Pour les colons dans leurs cabanes de bois et de tourbe, c'était un cauchemar éveillé. Les tas de bois disparaissaient à un rythme alarmant. Le bois vert qu'ils étaient forcés de brûler offrait peu de réconfort. Le bétail gelait debout dans leurs enclos. Le simple acte d'ouvrir une porte était une décision tactique, pesée contre la précieuse chaleur qui serait perdue. Les hommes s'enveloppaient le visage dans des foulards pour faire le sprint de 50 mètres jusqu'au tas de bois, l'air si froid qu'on avait l'impression de respirer des éclats de verre. À l'intérieur, les familles vivaient dans un état de crépuscule perpétuel, blottis autour de leurs poêles, portant leurs manteaux jour et nuit. Le monde se rétrécissait à un petit cercle de chaleur maigre dans une vaste mer de froid envahissante. À la résidence Fenig, la vie était différente. Le premier jour de la vague de froid, Albrecht chargea son foyer de bois de peuplier. Pendant 12 heures, un mince ruban de fumée s'enroula depuis la cheminée du four. Lui et Hans alimentèrent le feu régulièrement, le gardant chaud et propre. Les murs intérieurs du four devinrent chauds au toucher, puis brûlants. Le soir venu, toute la structure était saturée d'énergie thermique. Puis il laissa le feu mourir. Les braises se consumèrent en un lit de cendres grises. Et c'était tout. Pendant les 3 jours suivants, aucune fumée ne sortit de la cheminée du four. À l'intérieur, une chaleur profonde et douce émanait des murs. La température de l'air restait stable à un confortable 14 degrés. Ce n'était pas la chaleur sèche et brûlante d'un poêle en fonte, mais une chaleur calme et omniprésente qui remplissait chaque recoin de l'espace. Alors que les seaux d'eau de leurs voisins étaient des blocs de glace solides, Anneliese faisait la lessive, suspendant les vêtements mouillés sur une corde tendue à travers la pièce de vie, où ils séchaient en quelques heures. La chaleur domestique était la plus évidente dans le simple acte de la cuisson du pain. Anneliese pétrissait sa pâte et plaçait le grand bol en bois directement contre le mur de briques intérieur. Là, dans la douceur régulière, la levure s'activait et la pâte levait lentement et parfaitement. L'odeur du pain cuit remplissait leur étrange maison ronde, un parfum de normalité impossible au cœur d'un hiver brutal. Hans et Greta jouaient par terre avec leurs jouets en bois, non pas en gros manteaux, mais en simples pulls de laine, leurs doigts agiles et au chaud.
L'avis de condamnation sur la porte était un lointain souvenir. Les murs, semblait-il, avaient déjà rendu un jugement supérieur. Le quatrième jour, alors que ses voisins observaient avec un mélange de suspicion et de curiosité morbide, Albrecht ralluma le four pendant une demi-journée. Le cycle se répétait. Pendant que le reste de la colonie était consumé par la bataille minute par minute pour la survie, les Phénix vivaient à un rythme différent, celui de cycles d'énergie lents et profonds, une vie mesurée en jours, pas en heures. La troisième semaine du siège, un silence sinistre s'était abattu sur la ville. Les gens étaient épuisés et leur combustible s'épuisait. Puis des rumeurs commencèrent à circuler sur Albrecht Pfennig. Personne n'avait vu de fumée sortir de sa cheminée depuis presque 3 jours. Dans un monde où une cheminée morte signifiait une famille morte, la conclusion était évidente. L'Allemand stupide avait finalement payé le prix de sa folie. Fleet Warford apprit la nouvelle avec le cœur lourd. Il ressentit un pincement de culpabilité. Il avait essayé de l'avertir. Il avait affiché la vie. Mais l'idée de cette femme et de ses 2 jeunes enfants, gelés dans ce tombeau de briques, était plus qu'il ne pouvait supporter. Émitouflé dans son manteau le plus épais, il sella son cheval et se rendit au four. L'œil officiel de condamnation était toujours plié dans sa poche intérieure. Il avait l'intention de le remettre à un homme mort. Un acte de bureaucratie final et futile. Le froid était stupéfiant. Le souffle de son cheval se condensait et gelait instantanément en un nuage de cristaux de glace. La neige crissait sous les sabots avec un son sec et étrange. En approchant du four, il ne vit aucune trace, aucun signe de vie. Il descendit de cheval, les jambes raides, et marcha vers la lourde porte. Il se prépara à ce qu'il allait trouver à l'intérieur. Il s'attendait à être frappé par un mur de froid absolu et mortel, l'air glacial d'un endroit où la vie avait cessé. Il frappa, pas de réponse. Prenant une profonde inspiration, il souleva le loquet et poussa la porte. La première sensation fut une pure confusion. Il n'y avait pas d'explosion d'air arctique. L'air qui l'accueillit n'était pas chaud, mais il était prodement, choquamment, pas froid. Il était calme et tempéré. Ses yeux s'habituèrent à la lumière tamisée et il vit Albrecht Pfennig assis à une petite table en bois, réparant calmement un harnais en cuir. Anneliese cousait à proximité. Les 2 enfants dormaient dans une petite chambre, visible par une porte ouverte. Warford resta là, sans voir l'air glacial de l'extérieur tourbillonnant autour de ses bottes. « Mon Dieu, Pfennig, parvint-il enfin à dire, la voix rauque, nous vous croyons mort. » Albrecht leva les yeux de son travail. « Nous allons bien, monsieur Warford. Entrez, je vous prie. Fermez la porte. » Warford entra et ferma la porte. Le silence de l'espace s'installa autour de lui. Il sentit la douce chaleur sur son visage, une sensation si étrangère après le vent mordant qu'elle semblait irréelle. Il regarda autour de lui. Il n'y avait pas de feu dans le poêle en maçonnerie. Le foyer était sombre. Le sol autour était balayé proprement. « Quand avez-vous fait du feu pour la dernière fois ?» demanda Warford, la voix à peine un murmure. Albrecht réfléchit un instant. « C'était mardi matin, dit-il. Nous étions maintenant en fin d'après-midi vendredi, 3 jours. L'esprit de Warford peinait à comprendre. 3 jours dans ce froid sans feu. C'était impossible. Cela défiait toutes les lois de survie qu'il connaissait. Il passa devant Pfennig, ses bottes résonnant fort sur le plancher de bois. Il se dirigea vers le mur de briques incurvé et noirci de suie du four lui-même. Il retira son épais gant de cuir. Ses doigts étaient engourdis par la chevauchée. Il s'attendait à ce que la brique soit comme un bloc de glace. Il s'attendait à ce qu'elle aspire la chaleur même de sa peau. Il hésita. Puis il posa sa paume nue à plat contre le mur. La preuve fut immédiate. Une chaleur profonde, régulière et douce coula de la brique dans sa main. Ce n'était pas la chaleur brûlante d'un tuyau de poêle. C'était la chaleur ancienne et emmagasinée d'une pierre réchauffée par le soleil. Une chaleur vivante. On aurait dit qu'elle venait du centre de la terre. Il appuya sa main plus fort contre le mur, sentant la vérité solide de la chose. La brique gardait la mémoire du feu de mardi, et elle la partageait encore vendredi. Il resta là 1 minute entière, la paume à plat contre le mur. La chaleur s'infiltra dans sa main, remonta son bras, faisant fondre un noyau d'incrédulité qui avait gelé en lui. Il baissa enfin le bras. Il regarda Albrecht, qui l'avait observé sans dire un mot. Le briquetier allemand hocha simplement la tête. Un petit geste entendu. Warford plongea la main dans son manteau. Il sortit lentement l'avis de condamnation pliqué et froissé. Il regarda le texte officiel, les mots confiants et ignorants déclarant cet endroit impropre. Il regarda les enfants endormis, en sécurité et au chaud. Il regarda le mur qui donnait la vie. Puis, sans un mot, il replia le papier. Il le rangea au fond de sa poche et se retourna pour partir. À la porte, il s'arrêta. « Pfennig, dit-il, la voix épaisse d'un nouveau genre de respect. Vous n'avez pas construit une maison. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Vous avez construit une braise à combustion lente. » Warford ne déchira pas l'avis de condamnation. Il le rangea dans ses dossiers. Et à sa place, il écrivit quelque chose de bien plus important. C'était un homme de règlement et de code, mais avant tout, c'était un pragmatique. Il avait été témoin de quelque chose qui renversait toutes les règles établies de la construction frontalière. Il passa 2 jours de plus avec Pfennig, des notes méticuleuses, l'épaisseur des murs mesurée, le poêle en maçonnerie dessiné en détail,
la consommation de combustible enregistrée. Son rapport à la commission du comté du Nebraska n'était pas l'histoire d'un fou. C'était l'analyse technique d'un génie. Dans une terre aussi brutalement froide et pauvre en combustible que les Sandy Hills, soutenait-il les principes de Pfennig sur la haute masse thermique, n'était pas une bizarrerie, c'était une nécessité. Il proposa que tous les nouveaux bâtiments publics, bureaux, écoles, postes de shérif, soient construits non pas en bois mais en briques, en utilisant les principes de stockage de chaleur de Pfennig. L'idée rencontra du scepticisme, mais la réputation de Warford était inattaquable, et le souvenir du grand siège hivernal était encore frais et douloureux. Les chiffres étaient indéniables. Pfennig avait utilisé moins d'un quart du bois que brûlaient ses voisins, tout en maintenant une température intérieure plus stable et plus saine. La proposition fut approuvée. Au cours de la décennie suivante, la méthode Pfennig devint une norme discrète pour l'architecture civique de la région. Le bureau des terres du comté à Kearney fut construit avec des murs de briques d'une épaisseur double et un poêle central en maçonnerie. À North Platte, la nouvelle école intégra un immense mur de briques orienté au sud pour absorber le soleil hivernal. Au total, les registres officiels du comté montrent que 4 bâtiments gouvernementaux du Nebraska furent directement modelés sur les principes que Warford avait documentés à partir de ce four converti. L'innovation se répandit non pas comme une curiosité pittoresque, mais comme une politique adoptée. La sagesse du briquetier allemand était désormais ancrée dans les fondations même des communautés qu'il avait autrefois traitées de fous. Les principes qu'Albrecht Pfennig découvrit par hasard pendant cet hiver désespéré de 1882 étaient en avance d'un siècle sur leur temps. Ce qu'il ressentit dans ses mains, la science moderne du bâtiment lui donnerait plus tard des noms comme l'effet de volant thermique et la surviabilité passive. Sa maison-four était, en substance, un mur trombe massif non isolé, absorbant l'énergie sur un cycle de plusieurs jours et la rayonnant en retour. Aujourd'hui, les architectes qui conçoivent des bâtiments haute performance et basse consommation utilisent ces mêmes idées fondamentales. Ils spécifient des matériaux à haute masse thermique, béton, pierre, matériaux à changement de phase, pour stabiliser les températures intérieures et réduire la charge des systèmes de chauffage et de refroidissement mécanique. La conception solaire passive, pierre angulaire de l'architecture durable, dépend entièrement de l'utilisation stratégique de la masse thermique pour stocker l'énergie du soleil pendant la journée et la libérer lentement la nuit. Le poêle en maçonnerie de Pfennig est l'ancêtre direct des poêles à bois modernes à haute efficacité, ceux qui utilisent des déflecteurs et des catalyseurs pour extraire la dernière unité de chaleur de leur combustible. Il n'avait pas d'ordinateur, pas de science avancée des matériaux, mais il avait une compréhension profonde et tactile de la façon dont l'énergie et la masse interagissent. Le discret briquetier allemand avait découvert par hasard des vérités fondamentales d'une science qui n'aurait pas de nom avant 100 ans. Il y a une sagesse profonde dans les vieilles choses. Les briques de ce four du Nebraska avaient survécu à 1000 cuissons. Leur existence entière avait été un cycle d'absorption d'une chaleur écrasante, la retenir, la laisser partir lentement sans se briser. Elles étaient faites pour cela. Elles savaient comment endurer. Albrecht Pfennig l'avait vu. Il n'avait pas vu un four abandonné. Il avait vu un récipient qui savait retenir ce qui comptait. 90 tonnes de briques. Les voisins appelaient cela un tombeau. Mais pendant que leur cabane laissait la chaleur s'échapper dans la nuit, le four la retenait. Pfennig comprenait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le but n'avait jamais été de chauffer l'air, c'était de chauffer la maison elle-même. Les murs ne bloquaient pas seulement le vent. Ils buvaient l'énergie féroce et brève d'un feu et la rendaient sous forme d'une chaleur lente et régulière. Ils retenaient la vie de la famille à l'intérieur d'eux, une présence silencieuse contre un monde brûlé. C'est l'image à retenir de cette histoire, pas la physique, pas les codes. Une main, pressée à plat contre un mur de briques, 3 jours après que le feu se soit éteint, sentant le souvenir de la flamme de mardi qui suintait encore de l'argile. Ce mur était fait pour endurer 1000 cuissons. Il savait comment tenir. Si vous voulez plus d'histoires sur cette sagesse oubliée, abonnez-vous, j'en trouve une toutes les 2 ou 3 semaines. Et dites-moi dans les commentaires, quelle ancienne technique pensez-vous que nous ayons rejetée et qui a encore une utilité que personne n'a vue? Le contenu de cette vidéo est à des fins éducatives et de narration. Les événements, les personnages et les noms représentés sont fictifs pour l'effet narratif, bien que les principes techniques et le contexte historique soient basés sur des pratiques réelles. Les techniques de construction décrites sont historiques et peuvent ne pas répondre au code du bâtiment ou aux normes de sécurité actuelles. Toute application de ces principes doit être entreprise avec des conseils professionnels et en conformité avec toutes les lois et réglementations en vigueur. Cette vidéo ne constitue pas un avis professionnel, technique ou juridique.